Je continue cette exploration sur le thème du qui décide de quoi, au nom de qui, au nom de quoi. Et cette fois, j'aborde un autre élément central de cette question dans nos vies, sur le moteur politique profond qui cadre notre quotidien, qui engage l'organisation de la société et des choix tels que la répartition des services entre public et privé, la réglementation des prix et des salaires, ou même la souveraineté d'un pays. Nous avions l'angoisse de vivre désormais dans la postmodernité, où un écrasant souci d'égalité allait nous obliger à vivre dans des conditions normalisées et extraordinairement ennuyeuses, où peu importe les impératifs biologiques, chacun serait libre de vivre et d'assumer un idéal personnel, de valeur ou de genre, dans le respect de chacun, et surtout de valeurs d'équité et d'une moralité à découvrir, libérée des dogmes religieux, dans le respect de l'environnement pour un développement durable. Eh bien, l'ouvrage qui fait l'objet de cette chronique aujourd'hui apporte un message réconfortant de foi et d'espoir dans la créativité et l'audace de l'homme qui semble intarissable à la lumière des éléments rapportés. Oh, merci à tous ces hommes et ces femmes qui nous montrent que rien n'est impossible, même dans un monde où la Déclaration des droits de l'homme a sonné il y a plus de 200 ans, où la bien-pensance a conquis tous les domaines de la pensée, et où la contestation a si peu de sens qu'elle est reléguée dans les marges d'une sous-culture déjà décadente avant même d'avoir atteint la postérité. Les pays d'Amérique du Sud, qui dans les années 50 avaient fait le choix de développer une économie pérenne en se basant sur l'activité d'industrie locale plutôt que sur l'exportation de matières premières et l'importation de produits manufacturés, risquait de donner l'exemple d'un développement équilibré qui tiendrait le dynamisme de la vigoureuse Amérique du Nord à l'écart. Heureusement, celle-ci allait réagir et ne pas laisser ces pays sombrer dans une ennuyeuse et routinière vie progressiste et insolente. Ces pays ont ainsi vu avec stupéfaction leur gouvernement remplacé par des dictatures plus conciliantes avec les intérêts de leurs grands voisins, au nom de la défense de la liberté des entreprises américaines. Naomi Klein nous raconte l'histoire invraisemblable d'une contre-révolution idéologique qui a submergé une partie du monde, soit à l'occasion d'une dictature, d'une crise financière, d'une catastrophe naturelle ou d'une transition après la chute du communisme ou la fin d'une apartheid. Tout cela au nom de la liberté et de la démocratie, bien entendu. Partout où elle a sévi, elle a fait croître les inégalités et le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, et piétiner les principes démocratiques qui seraient finalement devenus, selon des esprits chagrins, des fantômes prestigieux dont on agite le souvenir devant des masses humaines trop satisfaites de pouvoir subir l'avanie du destin pour une cause juste. Son ouvrage, de Naomi Klein, La stratégie du choc ou la montée d'un capitalisme du désastre, décrit comment une idéologie qui a terrorisé la liberté d'entreprendre sans entrave, soutenue par un réseau de politiciens, d'intellectuels et d'institutions internationales, a permis de mettre en place un fantastique aspirateur de richesse nationale au profit d'une petite élite à la face du monde, au nom de la liberté et de la démocratie dans les médias les plus prestigieux. J'en viens maintenant aux principaux éléments. Vous pouvez remettre la vidéo au début si j'ai été trop vite. Et de toute façon, continuons. Une idéologie au service d'un fantastique aspirateur de richesse. L'idéologie néolibérale diffusée par Milton Friedman et l'école des Chicago Boys, surnom donné au département d'économie de l'université de Chicago, offre un extraordinaire programme macroéconomique d'aspiration des richesses d'un pays vers le haut, des classes les plus pauvres vers les plus riches. Il est très simple, il peut être mis en place par n'importe quel gouvernement un peu décidé, ayant de quoi quand même contenir les résistances de quelques récalcitrants éventuels. Il tient en seulement 4 principes. Le premier, la privatisation de toutes les entreprises publiques. La richesse publique doit par principe être cédée au secteur privé, peu importe la manière. Deuxième point, la déréglementation pour ne plus freiner la réalisation des profits. Pas de salaire minimum et possibilité pour les entreprises de vivre leurs produits, de vendre leurs produits partout dans le monde sans contrainte. Troisième point, la réduction des services publics pour le maximum de marchés ouverts au privé. Quatrième point, le plus important, ne pas se soucier du reste. Une fois ces principes en place, les multinationales pourront acquérir des actifs publics à prix bradé, exploiter des salariés sans droit du travail, facturer l'utilisation de l'eau et de l'air, distribuer de généreux dividendes aux actionnaires, ce qui remplira de joie et d'une fierté méritée les promoteurs de cette idéologie. Le point suivant décrit comment la liberté d'une élite affairiste est présentée comme le symbole de la démocratie, mot magique mettant un terme à toute discussion superflue. Donc, sacrifier les principes démocratiques au nom de la liberté.
l'idéologie néolibérale réussit le paradoxe de revendiquer le symbole de la démocratie et de la liberté, alors qu'elle doit tout mettre en œuvre pour la mettre entre parenthèses pour réussir à appliquer ses principes. C'est un autre aspect du génie humain, l'utilisation magique du langage. Que ce soit l'opportunité de profiter d'une dictature, d'une crise financière, d'une transition d'un pays après la chute du communisme, après une période d'apartheid, l'application du néolibéralisme creuse les inégalités, le mécontentement des populations et demande l'instauration d'une société de surveillance pour réguler une tension sociale qui, à son tour, justifiera l'activité d'une nouvelle industrie de la sécurité. Tout est bon dans le cochon. Le modèle néolibéral est tellement profitable qu'il est adopté même par l'élite communiste en Chine dans les années 80. Prétendre que les manifestants sur la place Tiananmen manifestent pour plus de démocratie, alors qu'ils se révoltent contre l'application du traitement de choc néolibéral, est un exemple de la merveilleuse coopération des médias institutionnels pour défendre auprès du public les orientations politiques qui vont dans le bon sens, celui de la modernité et de la fin de l'histoire, comme dirait notre bon ami Francis. Autre exemple, Boris Eltsine en Russie apparaît comme une figure héroïque lorsque les images le montrent hissé sur un tank pour empêcher l'armée communiste de reprendre la main sur le Parlement, tandis que 2 ans plus tard, il fait donner l'assaut contre ce même Parlement parce que celui-ci lui a ôté les pleins pouvoirs et a voté sa destitution. Quel bel exemple de polyvalence! Bien entendu, à cette occasion, le Washington Post annonce la victoire de la démocratie. Cette solidarité dans le camp du bien donnerait presque les larmes aux yeux. Lors du tsunami au Sri Lanka, la présidente élue sur un programme hostile aux privatisations, déclare avoir vécu une illumination qui l'a converti au dieu néolibéral. La providence aussi accompagne l'essor du néolibéralisme. Quelle belle histoire! Mettre en œuvre les principes néolibéraux évoqués requiert des situations opportunes, comme un tsunami ou une répression particulièrement brutale, ainsi que des méthodes d'interrogatoire efficaces pour convaincre les individus les plus retors. Nous abordons donc le point suivant, utiliser le choc et l'effroi. Quand on dispose d'un budget qui se chiffre en millions de dollars, on ne fait pas les choses à moitié. Au début des années 50, la CIA, qui n'est pas une agence de service secret qui n'existerait que dans les films d'Hollywood, finance les travaux d'un psychologue américain, Ewen Cameron, dont l'ambition était de faire de la psyché de ses patients une table rase, afin de les libérer de leur traumatisme de manière radicale. Bel objectif. La méthode utilisait les électrochocs et l'injection de médicaments, afin de provoquer l'amnésie et la régression. Ce docteur pensait qu'en retirant les différentes couches de la psyché, il atteindrait un noyau sur lequel il pourrait rebâtir une nouvelle personnalité. Malheureusement, il s'avéra que ce noyau n'existait pas. Eh bien tant pis, pour les malheureux cobayes, ils pourraient se consoler en pensant qu'ils ont fait progresser la science. Ce travail est approfondi dans le cadre du projet MKUltra, créé en 1953, avec, attention, un budget de 25 millions de dollars sur 10 ans, avec la participation, s'il vous plaît, de 44 universités et 12 hôpitaux. Ces recherches permettront entre autres d'établir une méthode scientifique de torture afin de désorienter et d'anéantir les capacités de résistance des personnes interrogées. Au-delà de la recherche d'informations, elle permet de détruire la volonté d'un opposant politique et intégrera l'arsenal de toutes les polices chapeautées par la CIA dans le monde. Tout cet argent n'aura donc pas servi à rien. Ce qui pouvait être appliqué aux personnes grâce à ces méthodes, régression et confusion, allait être appliqué également à des populations entières par l'effet des politiques inspirées du néolibéralisme de l'école de Chicago, parmi d'autres contrariétés contingentes. Les différents supports de l'idéologie néolibérale se sont constitués progressivement, comme on l'a vu, un socle intellectuel universitaire autour d'un département d'économie d'une université américaine, puis une logistique militaire et policière sur les terrains d'application, puis, ce que nous allons évoquer maintenant, l'infrastructure économique internationale via ses institutions. Et donc il s'agit du point suivant, l'arme de l'ajustement structurel au service du FMI et de la Banque mondiale. La méthode d'application du néolibéralisme s'affine et s'améliore au fil du temps. Fini l'époque des grossières dictatures peu reluisantes pour le marketing en direction du grand public. Dans un deuxième temps, le domptage des pays par la crise de la dette et le chantage à l'ajustement structurel par les institutions internationales devient suffisant. En 1976, Milton Friedman reçoit le prix Nobel d'économie, bien mérité, tandis que l'application de sa théorie au Chili est un naufrage. Ce qui prouve bien le courage de l'institution qui sait distinguer l'important de l'accessoire. En 1977, un an plus tard, le prix Nobel de la paix est attribué à Amnesty International pour dénoncer les violations des droits de l'homme, toujours au Chili, sans faire le lien avec la thérapie de choc friedmanienne qui avait valu à Milton Friedman lui-même le prix Nobel l'année précédente. Amnesty dénonce les entraves aux libertés publiques prises au nom de la sécurité, mais ne relève pas les décrets qui entraînent la diminution des salaires et l'augmentation des prix. Encore un bel exemple de la coopération d'institutions internationales pour ne pas dénoncer les vraies orientations politiques de l'avenir. Un autre paradoxe
complexe. Des institutions nées des accords de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, pour garantir la stabilité des échanges et des économies et éviter que des crises ne jettent à nouveau des populations entières dans les bras des divers totalitarismes, profitent des demandes d'aide des pays en crise pour les obliger à appliquer une médecine mortelle, la dérégulation totale de leur économie, en suivant les indications du consensus de Washington. Consensus de Washington qui n'est qu'une liste de recommandations néolibérales à appliquer de manière impitoyable. Une dérégulation qui ne fait pas de distinction entre règles de stabilité de la balance des échanges, des prix et des salaires, ou règles d'ouverture au marché mondial, car entre personnes sérieuses et bien élevées, on ne chipote pas sur des points de détail. Et si les crises n'arrivent pas assez vite, pourquoi ne pas les provoquer délibérément? En février 1993, survient au Canada une crise financière grave, tandis qu'apparaît dans les médias l'expression « mur de la dette ». La seule solution avancée est de réduire les dépenses et elle est immédiatement votée par le Parti libéral, élu sur un programme contraire. Cette politique est contrariée par le refus de l'agence de notation Moody's à Wall Street, refus de dégrader la note du Canada, car cette agence estime que la dette financière est grossièrement surévaluée. Nous allons maintenant aborder le dernier point de la présentation. Bravo à tous ceux qui sont encore là à nous écouter. J'en profite pour remercier aussi tous ceux qui ont essayé mais qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout et qui ne nous écoutent plus. Eh bien, j'espère que vous apprécierez plus la prochaine chronique ou que vous pourrez tenter à nouveau d'écouter celle-ci quand vous aurez plus de temps ou que vous seriez mieux quand vous serez mieux disposé. Et donc le dernier élément, une expression culminante du néolibéralisme aux États-Unis sous la forme de l'État corporatiste. Les principes néolibéraux culminent dans toute leur puissance à l'ère de l'après 11 septembre aux États-Unis, sous le gouvernement Bush. La frontière entre secteur privé et secteur public s'efface et le gouvernement est considéré comme devant être une coquille vide et sa mission de gouverner le pays doit être simplement déléguée à des entreprises privées. Ce sera le cas en particulier pour l'armée, dont les opérations seront supervisées et organisées par une société privée, Halliburton, au terme d'un appel d'offres qu'elle aura elle-même organisé, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette audace va au-delà de la conception du partage des tâches entre État et marché du maître Milton Friedman, pour qui l'État se garde la prérogative de la sécurité intérieure et extérieure, tandis que le marché prend en charge tout le reste. Les guerres qui suivront au Moyen-Orient seront une magnifique opportunité pour le gouvernement de commander des contrats à prix coûtant, c'est-à-dire des contrats sans montant déterminé, facturés aux charges engagées, plus une prime de profit garantie. Cela sera l'occasion d'un immense gaspillage, de fausses facturations, de corruption à un niveau jamais vu dans l'histoire. Mais les profits générés feront le bonheur de valeureux entrepreneurs, donc ce sera un mal pour un bien. Une nouvelle industrie est née, celle de la sécurité des États-Unis, n'importe où dans le monde, à n'importe quel prix pour le contribuable américain. Une industrie chaperonnée par un nouveau type d'État, un État ni libéral, ni conservateur, ni capitaliste. Un État qui représente la fusion entre intérêt privé et public, mais surtout privé, et public surtout pour décorer la vitrine. Nous arrivons maintenant à la faramineuse conclusion tant attendue. Encore un dernier effort s'il vous plaît, vous pourrez bientôt retourner de nouveau sur Netflix. L'application de l'idéologie néolibérale depuis les années 70 a été systématique et systématisée grâce à des idéologues audacieux, des hommes politiques ou des soldats courageux, un réseau d'institutions internationales, un ensemble d'idées et de valeurs partagées lors de conférences et de réunions de l'élite internationale pour le profit d'une minorité privilégiée au nom de la liberté individuelle et en contournant de manière opportune les principes démocratiques inadaptés sur les sujets cruciaux qui restent incompris des masses distraites de toute façon. Cet ouvrage décrit en quoi le génie du pouvoir fédéral des États-Unis n'a pas de limite, de même que ses capacités d'intrusion dans les affaires intérieures d'un pays. Dans notre imaginaire, c'est la culture des super-héros et de la justice divine, nos libérateurs du totalitarisme. Mais dans la réalité, ne s'agirait-il pas plutôt de l'organisation terroriste la plus bienveillante de la planète? Quelques chiffres sur les résultats de la transformation néolibérale. En Argentine, en 1970, les 10% les plus riches gagnent 12 fois plus que les plus pauvres. En 2002, 43 fois plus. Aux États-Unis, en 1980, les PDG gagnent 43 fois plus que le salaire moyen. En 2005, 411 fois plus. En 2006, l'ONU révèle que 2% des plus riches détiennent plus de la moitié de la richesse mondiale des ménages. La dynamique et l'avidité néolibérale ont suscité une réponse des populations qui, dans un premier temps, ont été paralysées par le choc. En Amérique latine, depuis l'effondrement de l'Argentine en 2001, l'opposition aux privatisations est devenue un élément incontournable des programmes électoraux. L'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, libère ses membres des fluctuations des prix du marché.
Leur entraide leur évite de solliciter le FMI ou la Banque mondiale. En 2005, l'Amérique latine comptait pour 80% du portefeuille de prêts du FMI. En 2007, seulement 1%. Plus globalement, le portefeuille du FMI est passé de 81 à 11,8 milliards de dollars en 3 ans. La méthode de la stratégie du choc s'est-elle affinée depuis la parution de cet ouvrage, par exemple par l'alliance entre les industries de la sécurité, des nouvelles technologies et celle du médicament. Le pouvoir coercitif du FMI et de la Banque mondiale aurait-il migré vers l'OMS, l'ONU ou plus indirectement vers le WEF, le Forum économique mondial de Davos? L'émergence d'un monde offshore de la finance, un monde parallèle où l'argent caché de la corruption pourrait être à l'abri des regards, aurait-il participé lui aussi à repousser davantage les limites de l'avidité des hommes? Merci d'avoir écouté cette modeste et maladroite présentation jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser d'élogieux commentaires, à vous abonner, à activer le bouton j'aime et à bientôt peut-être.